Bonjour à tous, la voix et la musique de l'âme, bienvenue dans Rencontre avec une voix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Régine Tessot. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie de nous accueillir, moi et mon équipe, chez vous. Je vous en prie. Ça nous fait plaisir de rencontrer une voix emblématique de notre enfance, parce que vous allez le voir, vous allez certainement peut-être reconnaître à la voix, mais elle fait partie d'une série où la famille est mondialement connue. J'aime bien sûr les Simpsons et à voix double la plupart des voix féminines dans cette série et nombreuses voix d'enfants, parce que je crois que vous avez la particularité d'avoir une voix blanche, c'est-à-dire que vous pouvez être modulé un peu partout, c'est ça? C'est ça, j'ai cette chance, puis ça peut aussi être un inconvénient parce que je ne peux pas doubler les bingos, hein, mais bon, c'est pas grave, effectivement la voix blanche ça vous permet de vous déplacer plus facilement. Et comme j'ai aussi la chance de pouvoir, j'ai des aigus, j'ai des graves, pas trop, mais en vieillissant je me suis bonifiée, j'ai gagné dans les graves. Donc voilà, c'est ça qui me permet de faire plein de personnages différents qui peuvent passer de l'enfant jusqu'à la vieille dame, puisque je fais aussi Mrs Skinner, la mère acariâtre du proviseur. Voilà. Et donc avant de parler de votre carrière dans le doublage, je vais tout d'abord vous demander votre parcours pour devenir comédienne. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? J'ai baigné un petit peu dans une famille d'artistes puisque mon père était pianiste. Il avait un orchestre. À l'époque, il y avait encore des cabarets avec des orchestres, des attractions, des choses comme ça. Puis après, il faisait les grands casinos, il faisait les tournées d'été avec les grands casinos. Et je sais pas, j'ai toujours rêvé d'être comédienne. Quand j'étais scout, et la seule envie que j'avais, c'était de monter des spectacles. Donc je suis un peu comme Obélix, je suis tombée dans la marmite très tôt et ça m'est resté. Est-ce que du coup vous avez fait comme étude des écoles? Alors oui, j'ai commencé d'abord, comme je suis née à Saint-Étienne, j'ai commencé à la Comédie de Saint-Étienne. Et puis on avait monté une troupe qui s'appelait le Théâtre Alexandre Kersaki, et dont Alain Françon était le metteur en scène. Je ne sais pas si vous connaissez Alain Françon, c'est devenu un metteur en scène extrêmement célèbre. Et il y avait plein de gens qui sont passés dans ce groupe, dans cette équipe. Puis après, tout le monde a suivi son chemin, mais comme on dit, monté à Paris. Et j'ai travaillé au studio des Champs-Élysées. Il y avait un cours avec Maurice Jacquemont. Il y avait des gens formidables. Puis voilà, petit à petit, j'ai commencé à l'époque, parce que ça fait un peu vieille grand-mère à l'époque, mais tant pis. Au but de Chaumont, il y avait un couloir et derrière chaque porte, il y avait un metteur en scène. Alors, il y en a qui vont pleurer parce que maintenant, c'est plus possible. Et on pouvait rencontrer les metteurs en scène derrière les portes. On toquait et puis on entrait et c'est comme ça que, après avoir fait pas mal de choses à la télévision, j'ai rencontré Robert Mazoyer et qui m'avait confié un rôle formidable dans Les Gens de Mogador. À l'époque, vous savez ce qu'on appelait les grandes sagas de l'été. Oui, voilà, donc c'était des sagas où il y avait 6 épisodes, je ne sais plus combien, au moins une douzaine d'épisodes. Le premier avec Marie-Josée Natte. Après, moi, j'étais la fille de Marie-France Pizier. Et après, il y avait eu un autre épisode. Enfin, c'était l'heureuse époque où on tournait encore en film. Donc, on avait 3 semaines de tournage au bord de la piscine. Et une petite anecdote, si ça peut faire rire, c'est qu'un jour, je ne tournais pas. Et donc, je m'étais dit, je vais apprendre mon rôle, reviser sous le parasol au bord de la piscine. Et puis, je n'ai pas fait attention, je me suis endormie. Et le soleil a tourné. Et je suis arrivée sur le tournage le lendemain avec la moitié de la figure complètement rouge et l'eau toute blanche. J'ai cru que la maquilleuse allait me tuer, la pauvre. Vous avez joué aussi dans un petit rôle, dans un petit court-métrage, il me semble, c'est le Père Noël en prison aussi. Oui, c'était pas un court-métrage, c'était un téléfilm. Oui, le Père Noël est en prison. Oui, bon, j'en ai fait beaucoup, je ne sais plus, il faudrait demander à Démétra. Voilà, il faudrait demander à Morgane Bérard qui en sait beaucoup plus que moi sur ma carrière. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait d'un film dans lequel vous en avez participé et on en parle juste après. D'accord. C'est parti. Assassin! Rien. Ça va Oui, pas, oui. non? Voilà, y a rien du tout. Ah, bougez pas, c'est à vous, assassin! Calmez-vous, madame. Appelez la police, Madame. dépêchez-vous, faites quelque chose! Il n'est même pas réveillé, madame. Qu'est-ce qui se passe, Calmez-vous. police? Je suis bien contente que vous Alors, arriviez. madame, on traverse en dehors des passages protégés?
On fait du scandale sur la voie publique, c'est ça? Vous avez vos papiers? Et ce moutard, il est à vous? Vous avez ses papiers aussi? Non? Bon, ben alors ça va pour cette fois-ci, mais la prochaine fois, je vous embarque. On dégage. Allez, on dégage. Oui, c'était un petit rôle, mais c'était très, très jouissif. Donc vous avez surtout certainement reconnu cet extrait de la comédie culte de Claude Zidi, Les Ripoux. Et est-ce que vous avez gardé une bonne expérience de ce tournage? Avez-vous une petite anecdote? Ah oui, j'ai une petite anecdote. Par exemple, ils sont arrivés avec un landau anglais. L'accessoiriste arrivait et le metteur en scène dit c'est quoi ça? Il dit bah, c'est la poussette. Vous n'avez rien trouvé de plus moderne. Bon, bref. Et il dit alors il est où le landau de rechange? Il dit bah on n'en a pas. Alors première prise, là, il fait une fausse manœuvre, il roule sur la roue de la poussette, donc la roue de la poussette tordée en 8 et les mecs au marteau pour redresser la roue de la poussette parce qu'ils n'avaient pas de poussette de rechange. Je crois que Zidi a failli faire une crise cardiaque ce jour-là, tellement il était énervé. Et vous avez pu échanger du coup de ce fait avec Philippe Noiret et oui. Thierry Lhermitte? Oui, on était dans la même loge parce que comme c'était dehors, c'est des loges qu'on amène, enfin des caravanes. Donc on était dans la même caravane et vraiment adorable. Vraiment Philippe Noiret, un homme en or. Vous avez eu l'occasion de le retrouver plus tard? Non, malheureusement, non. C'est dommage parce que à une époque, Thierry Lhermitte, il faisait beaucoup de café-théâtre. Moi aussi. Mais moi, j'étais au Café de la Gare. Mais je crois que lui, il était... le Splendide, le voilà, au Splendide, je sais pas Paris. Non, je sais Paris, c'est autre chose. Et moi, j'étais au Café de la Gare. On avait fait une comédie musicale qui s'appelait Planton sous la suie. D'accord. Voilà, et c'était une comédie musicale à claquettes, avec Claude Mann, Evelyne Dress, Attica Gage. Enfin, il y avait du beau monde et on s'était régalé. Donc du coup, c'est à cette période-là que vous êtes rentré dans le doublage, c'est ça? Oui, c'est à peu près à cette époque. Parce qu'après, j'ai monté ma troupe qui s'appelait Lâche-moi les claquettes. Et on faisait donc des sketchs à claquettes. Et je sais que mon premier cachet de doublage, je m'ai passé sous le nez pour aller directement dans la production du spectacle qu'on montait. Comment vous êtes rentré dans ce milieu du doublage? Bah, à l'époque, je vivais avec un monsieur qui en faisait beaucoup. Et moi, je ne connaissais pas du tout. Et puis, par curiosité, je suis allée voir. J'ai trouvé ça vachement sympa. Et bon, il m'a dit, bah, si tu veux essayer. Donc, j'ai commencé avec Claude Joseph, qu'on a vu tout à l'heure. Qui était un homme formidable, un directeur génial, et voilà, et petit à petit, j'ai fait mon petit chemin. Voilà, j'ai commencé à l'Européenne de doublage, je sais plus s'appelait PM Production à l'époque, je ne sais pas. Après, Gérard m'avait confié pas mal de rôles et j'ai fait les essais pour les Simpsons. Et j'ai été choisie. Je faisais les essais sur Lisa. Ouais. Et donc Christian Duras, qui faisait le casting et qui était le chef de plateau, m'a dit, parce qu'il m'avait fait pas mal travailler aussi, il m'a dit, comme je te connais, je pense que ça serait mieux que tu fasses plein de rôles, pas un rôle fixe, mais je sais que je vais avoir besoin d'une voix qui se déplace. Donc il a préféré que je fasse tous les autres. Donc avant de parler plus en détail des Simpsons, je vous propose qu'on énumère à peu près les autres grands rôles que vous avez pu faire. Donc vous avez fait un rôle dans le film d'animation japonais Akira aussi. Oui, je ne me rappelle plus. Vous êtes bien sûr l'une des voix de Minnie aussi. Oui, j'ai fait Minnie pendant une dizaine d'années avec Gérard Rinaldi. Vous avez fait aussi un rôle de la petite fille dans le film Alien aussi. Ah oui, Newt. Oui. Qui a un assez grand rôle aussi. Oui, c'était joli à faire. Sauf que moi qui suis un peu phobique des reptiles, je fermais les yeux dès que je voyais un poteau. C'est toujours impressionnant pour vous lorsque des passionnés de doublage comme nous vous énumèrent votre carrière. Oui, je suis sidérée, je suis étonnée. C'était très rigolo parce que par exemple, sur les conventions, il y a des gens qui viennent et ce qui les a marqués, c'est le rôle je faisais la conductrice du bus dans Forrest Gump, je fais la directrice du bus elle a la clope au bec, elle fait alors Forrest, tu montes, c'est vous qui faisiez, il se rappelle le nom du personnage dans... Donc je dis... C'est vrai que c'est oui, c'est quand même pas le rôle principal, la conductrice du bus dans Forrest Gump. Voilà, c'est formidable en même temps. Vous avez pu travailler avec Jean-Philippe Puy-Martin, puisque c'est lui qui double Tom Hanks dans le film. Je ne sais pas si c'était lui à l'époque, je ne sais plus qui dirigeait à l'époque.
Je sais. Ah, c'est lui qui... Oui, mais on n'a pas tourné ensemble. Et est-ce que le fait d'avoir une voix blanche vous a ouvert les portes sur le milieu, par exemple dans des Disney ou dans l'animation japonaise? Oui, parce que ça me permet de faire les enfants. Ça me permet de faire les petites filles et j'en ai fait pas mal. J'en ai fait beaucoup à l'époque du japonais. Mais bon, j'ai fait aussi, j'ai pas fait que du dessin animé, hein. J'ai fait aussi pas mal de séries. Par exemple, MASH. Alors comme j'ai aussi cette chance de savoir prendre des accents, parce que vous savez, à l'époque, il y a tous ces films de guerre, vous avez, pardon d'avance, mais vous avez 3000 soldats et une pute à une infirmière. Donc les filles, on a beau dire qu'on est payé pareil, nous, mais il y a moins de travail. Donc, et j'ai fait beaucoup de chinoises, beaucoup de japonaises, enfin de vietnamiennes, pardon. Vous avez fait notamment dans la série des Splatter Wives et les Feux de l'amour aussi. Oui, ah oui, ça, les Feux de l'amour, j'ai été longtemps. J'en faisais d'abord une qui s'appelait Carole, qui était la secrétaire de Jack. Puis après, elle a disparu. Et j'en ai fait une autre qui s'appelait Alice. Alors c'était marrant parce que la chef de plateau me dit, écoute, j'ai une fille là, qui est en train de passer un coup de fil, tu veux bien me la faire? Bon, j'ai dit bien sûr, pas de souci. Et puis c'est avéré qu'en fait c'était un rôle. Et celle-ci, j'ai adoré la faire parce qu'elle était vulgaire, elle était pas comme les autres, parce que les autres étaient quand même très bien propres sur elle. Lui, elle arrivait à l'hôpital et elle ouvrait la porte, sa mère était hospitalisée, elle fait « Ah bah t'es pas encore morte ?» Ça, j'adore faire des trucs comme ça. Si, pour expliquer à notre public, du coup, pour une séance de doublage, il y a la partie traduction, il y a un traducteur qui est présent. C'est un adaptateur. Un adaptateur. C'est pas un traducteur, parce qu'il est obligé de mettre la voyelle, la labiale qu'il faut sur la bouche du personnage. C'est un métier très technique et très difficile, et je peux vous en parler parce qu'avec mon ami Christian Jean, on a adapté 13 Simpsons à un moment, quand Christian Duras faisait, il faisait la revue du Paradis Latin, donc il était surbooké. Il m'a dit, vous essayez, si c'est bien, je vous les donne. Heureusement, je connaissais la série, c'est très difficile parce que d'abord les gags qui sont américains, il faut les adapter à la France pour que les gens comprennent sinon. Hein. Et c'est d'une difficulté technique, et là c'était que du dessin animé. Mais vous imaginez sur une vraie bouche de mettre à l'ouverture, la fermeture, la labiale, la semi-labiale, c'est un truc de fou. Donc on ne peut pas dire traducteur, on dit adaptateur. Et c'est très technique parce qu'il faut c'est compartimenté et vous écrivez sur le texte anglais, enfin le texte étranger, c'est pas forcément l'anglais. Et après, à l'époque, il y avait, comme je vous disais tout à l'heure, les vieilles dames qui écrivaient, qui faisaient le script pour la bande rythmo qui passe sous l'image. Et vous, pour votre profession, quand vous avez certainement dû entendre le terme doubleuse ou doubleur, mais vous préférez, on est d'accord, le comédien spécialisé dans le doublage? Non, comédien, parce que on a tous tout fait. On a fait du cinéma, on a fait du théâtre, on a fait de la télé, on a fait des voice-overs, on a fait des documentaires, moi je fais du jeu vidéo aussi, et on fait du doublage. Donc on est spécialisé dans rien, on fait tout. On est comédien, voilà, on est comédien et on sait faire du doublage en plus. Mais c'est vrai que le mot doubleur, on en a marre parce que c'est restrictif. Oui. On est des acteurs, donc voilà. Vous, en jeu vidéo, comme vous venez de dire, vous avez fait notamment Final Fantasy aussi, ce jeu emblématique. Oui, mais je joue pas aux jeux vidéo, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Les jeux de vidéo, il me semble que c'est encore une autre manière d'enregistrer que pour des dessins animés. C'est très difficile, c'est pas du tout la même technique. Vous avez le texte, vous avez un écran où en haut vous avez des fréquences. Il faut rentrer dans les fréquences de la voix étrangère. À gauche, vous avez l'explication du personnage en anglais, ce qu'il fait, et à droite, vous avez le texte qui se déroule comme ça. Donc là, il faudrait avoir 4 yeux. C'est assez difficile, mais bon, c'est marrant à faire, moi j'aime bien. On avait parlé tout à l'heure, mais pour l'aventure des Simpsons, elle a démarré du coup par un casting, et c'est ça donc? Tout à fait, comme toujours pour les grandes séries ou les longs métrages, c'est des castings, c'est des gens qui font les essais. Pour les longs métrages, je crois qu'ils sont même envoyés aux États-Unis et c'est les Américains qui choisissent. D'accord. Pour les Simpsons, je ne sais pas, mais oui, il y a toujours des essais sur les longs métrages et ça, c'était un dessin animé. Alors, quand on a vu les premières images, on s'est dit, mon Dieu, quelle horreur, ça ne marchera jamais ce truc. Alors, on dit, bon, ça va durer 1 an, on va tirer un trait, et ça fait 35 ans.
Et chaque Une belle année, aventure. chaque Oui. année, vous avez toujours autant de plaisir. Je dirais pas à vous retrouver tous parce que maintenant vous vous enregistrez un par un. Malheureusement, Mais vous oui. prenez toujours plaisir à enregistrer les Simpsons Ah oui, tous les ans. oui, oui. J'étais hier, on a beaucoup ri. Hier, vraiment, ils redeviennent drôles. Enfin, il y a des moments où on sent qu'il y a une sorte d'essoufflement, mais ça dure pas. Et après, c'est reparti là. On est reparti, on a ri comme des fous hier. J'entendais le chef de plateau, maintenant c'est William Corrin, et je l'entendais glousser dans mon dos. Heureusement, entre les prises. Mais... Et est-ce qu'au départ, vous auriez cru que le succès des Simpsons aurait été au rendez-vous au départ quand vous avez Ben non, je vous ai dit, on a trouvé ça tellement moche qu'on a dit ça marchera jamais, cette femme avec ses cheveux bleus. En plus, les dessins étaient moins beaux au début, ils se sont vraiment améliorés. Et là, on a l'impression que c'est rentré chez les gens maintenant, les Simpsons. Et puis, ça a fait plusieurs générations, parce qu'on a commencé, je pense, en 85 ou quelque chose comme ça. Oui, 89. Ça fait moment. partie intégrante de votre vie maintenant depuis tant de Bah oui, enfin bon, on n'enregistre pas tous les jours, hein, on a 5 ou 6 enregistrements par an, puisqu'on fait Avant, on faisait 5 épisodes. Maintenant, depuis qu'on est chez Disney, c'est 3 ou 4 à chaque fois, donc un petit peu moins. Donc on a plus de jours de séances de travail. Mais sinon, on faisait 5 épisodes à chaque fois, et donc ça faisait 5 enregistrements par an. Donc ça occupe pas complètement. Et donc est-ce que c'est compliqué pour vous, parce que comme on l'a dit un peu plus tôt, vous faites plusieurs personnages dans les Simpsons, donc de passer par exemple de Nelson après à Mrs. Skinner ou passer à une autre voix d'enfant dans la même Oui, journée. alors bien évidemment, quand ils sont tous dans la même boucle, enfin la boucle, c'est Oui. celle qui commence avec Fini là, voilà. Je les fais pas à la suite, hein. Je fais d'abord un personnage, après l'ingénieur du son revient au départ, et je fais le deuxième personnage, sinon ça serait bâclé, ça serait pas bon, et donc on fait ça correctement. Mais oui, hier justement on a dit Nelson, comme c'est pas vraiment ma tessiture, je suis très en appui sur les cordes vocales, il est très très fatigant à faire. Et il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on le mette à la fin? Je lui ai dit, non, ça y est, parce que j'avais déjà un peu chauffé ma voix. Mais si je sais que je vais avoir Nelson sur tout un épisode et dès le départ, il faut vraiment là que je me chauffe la voix, sinon je me la casse et là c'est la catastrophe. C'est pas vrai, je zone jamais avec lui d'habitude. Écoutez l'histoire de Nelson le Grand et de celui qui l'aimait tant. Que Nelson, là vous allez dans vos graves, c'est ça pour du coup? Non. Non. Non, c'est pas mes graves, c'est en appui. D'accord. C'est en appui, et l'appui, c'est douloureux. C'est d'ailleurs pour ça que j'admire beaucoup Véronique, parce que je sais pas comment elle fait pour tenir de marge comme ça toute la journée. En appui, pareil sur ses cordes vocales. Ce qu'on retient de Nelson qui est emblématique, c'est son fameux rire. Comment vous avez fait pour trouver le... Bon, parce que c'est ce qu'il faisait à l'écran, donc on l'a gardé. Oui. Vous avez suivi l'original à... Oui, bah, c'était... oui, on a fait comme lui. Contrairement à Philippe, c'est le chef de plateau et Philippe qui ont trouvé le fameux taux, qui n'est pas du tout dans la version originale. C'est beaucoup plus drôle. D'ailleurs, Matt Groening, je crois qu'il a dit de toutes les adaptations étrangères, c'est la version préférée pour lui, c'est la version française. Oui. C'est ce qu'il a dit, on en est très fiers. Il faut dire qu'on est aussi le seul pays à avoir cette méthode de travail, de doublage, la bande rythmo, tout ça. Les autres, ça n'existe pas dans les autres pays. Donc, ils travaillent avec un texte, c'est beaucoup plus facile d'avoir l'image et de pouvoir lire le texte dessous. C'est une technique à apprendre. Une fois qu'on l'a, après on se libère et on suit nos personnages sur l'écran et c'est très, 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 très agréable. Est-ce qu'il y a un personnage parmi lesquels vous doublez dans la série que vous appréciez plus particulièrement? Moi j'adore Ralph. Désolé, Ralphie, mais les gens du concours n'ont pas retenu ta recette. Je veux faire le concours de cuisine. Allons, moi je le trouve délicieux, ton sandwich au crayon grillé. Je fais seulement semblant d'y goûter. Non, regarde, je le mange. Tu sens le goût des punaises? Oh la vache. Parce que il me fait beaucoup rire, il est touchant, il est émouvant et il me plaît beaucoup. Qu'est-ce que j'aime bien faire? Moi, j'aime bien faire... elles sont pas là souvent, mais... Ah oui, il y avait Brandine aussi. Brandine, la femme de Clétus. J'aime bien faire celles qui sont un peu comme ça. Il y a Shona, qui est sympathique. Non, mon petit préféré, c'est Ralph, quand même. Et il vous arrive, du coup, pour la femme de Clétus et la mère de Milos de prendre des accents?
Ah ben Brandine, elle vient de la campagne, alors elle parle comme ça. Et comme lui. Hein. Et puis la mère de Milouz, bah, elle est belge une fois, alors elle parle comme ça, elle a l'accent belge. On s'amuse beaucoup avec les accents. Et puis Bernice, alors, on y va tout doucement parce que c'est vrai que maintenant on peut se faire taxer de racisme ou de je sais pas quoi pour rien du tout. Je lui mets une petite couleur, mais pas trop, parce que faut bien aussi au bout d'un moment les différencier, parce que quand elles sont toutes là en même temps, c'est pas facile. Et vous faites notamment la mère de Ralph, si je ne me trompe pas, non? La mère de... Oui, bah, elle était là aussi hier. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah oui, elle était là hier. Bon, elle n'a pas une voix significative. Parce que c'est vrai, elle n'est pas là souvent. Non, elle ne parle pas souvent. Non. Il y a la femme du pasteur aussi qui est très pincée comme ça. Vous faites aussi Mrs. Crapabel quand elle était là. là. Oui, je la regrette, Mrs. Crapabel. Donc je fais sa remplaçante. Et puis Mrs. Hoover aussi, qui est l'autre maîtresse. Bart Simpson, combien de fois faut-il que je te dise de ne pas bavarder? Va au bureau du proviseur. Et emporte ça. Vous avez commencé les conventions depuis combien de temps à peu près? Oh, bah, il n'y a pas très longtemps, je ne savais pas que ça existait. Il y a 3-4 ans, on m'a appelé. Et puis un garçon charmant qui s'appelle Lorenzo. Et vous le connaissez? Oui, tout à fait. Et il est absolument adorable. Et puis il m'a invité. J'ai trouvé ça très sympathique. C'est très sympathique de rencontrer les gens comme ça qui connaissent tout de vous, toute votre carrière. Et puis je trouve que c'est formidable de mettre enfin le doublage à l'honneur parce que c'est une part de notre métier qui est intéressante. Et jusque-là, c'était caché. Même au début, je me souviens, il y avait des gens qui faisaient du théâtre, du cinéma, qui disaient « Moi, le doublage, jamais !» Et 3 ans après, ils venaient « On ne peut pas essayer !» Parce que bon, c'est vrai que c'est un métier où on a beaucoup de temps libre, on va dire, et c'est un métier, il faut avoir les nerfs solides parce que c'est très angoissant. On ne sait jamais si on va travailler le lendemain ou pas, ou si on va retravailler jamais ou pas. Donc c'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc et de pouvoir faire plein de choses. Il y a eu un jeu aussi des Simpsons, un jeu vidéo. Un jeu vidéo, oui, qui est sorti sur différentes plateformes. Oui. Et c'était bien qu'ils aient pu vous reprendre du coup pour les jeux vidéo. Oui, bah on s'est battu. Ouais. Parce que ça n'a pas été évident pour qu'ils vous reprennent pour les jeux vidéo, c'est ça? Surtout, si, le jeu vidéo, bah, c'était le long métrage, parce qu'il y a toutes les stars qui sont venues se bousculer pour faire le casting. Un qui disait, je ne citerai pas les noms, parce que ça ne serait pas gentil, mais qui disait, moi j'imite très bien le mec qui fait Homer Simpson, mais on dit, bah, continuez à le faire chez vous. Parce que... Et comme c'est un peu l'habitude maintenant de prendre des stars pour faire les longs métrages, ça nous énerve un peu, parce que, bon. Le chef de plateau s'est battu pour que ça soit les mêmes, ça soit la même équipe. Il n'y a pas de raison de changer une équipe qui gagne. Oui, surtout après autant d'années que le public habitué au voir. C'est ça. Sûr. Justement, le doublage depuis depuis 2-3 ans commence à être menacé avec l'apparition de l'intelligence artificielle. Oui, et là ça nous préoccupe beaucoup et on s'aperçoit qu'ils font des choses extraordinaires puisqu'ils font parler Brad Pitt en français avec sa propre voix. Donc on se dit, on est très 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 menacé. Donc on aimerait bien que notre ministre de tutelle légifère là-dessus, de manière à ce que on ne puisse pas se servir de nos voix sans notre autorisation. Et bien évidemment, on ne la donnera jamais pour faire du doublage sans nous. Quoi. Ah oui, c'est ce qui s'est passé notamment aux États-Unis où la deuxième grève vient de se terminer, la grève des scénaristes et des acteurs qu'ils allaient perdre, notamment du fait qu'ils utilisent leur image avec l'intelligence artificielle. Tout à fait. Je sais que Scarlett Johansson a porté plainte. Et je pense, il n'y a pas de raison qu'elle ne gagne pas, et ça va faire jurisprudence, j'espère, même chez nous, de manière à ce que c'est pas possible qu'on se serve de... On avait déjà fait une grande grève pour avoir des droits de suite, pour pas que ça soit rediffusé sans arrêt, sans qu'on touche un rond là-dessus, ce qui n'était absolument pas normal. Et on avait gagné, on a donc des droits de suite, c'est pas mirobolant, mais au moins ça existe, pour le principe. Et donc j'espère qu'on va pouvoir gagner là-dessus aussi, parce que sinon le doublage disparaît. C'est ce qui expliquait un de vos camarades, Emmanuel Carson, qui fait Daryl Dixon dans les The Walking Dead. Actuellement, il y avait
la série qui est diffusée, mais au départ, pour le premier trailer, il n'y avait pas eu la version française encore de sortie. Il y a des personnes qui se sont amusées à utiliser sa voix, à reprendre dans les séries The Walking Dead et à refaire le doublage. Et ils trouvaient ça complètement hallucinant et aberrant quand ils utilisent des choses comme ça. Tout à fait, tout à fait. Et en plus, les mecs, ils mettent ça sur Facebook. Ça les fait rigoler et bah non, ça il faut pas que ça soit impuni, c'est pas normal quand même. Oui, je pense qu'il a dû péter un câble, Emmanuel, parce qu'en plus il est pas calme. Donc... Et est-ce que avant de terminer, vous avez est-ce que Ralph ou d'autres personnes des Simpsons ont des conseils à donner au public pour ceux qui aimeraient se lancer dans le doublage ou devenir comédien en temps normal? Alors, c'est difficile parce que avant, comme je vous dis, moi j'ai commencé, j'y suis allée, je me suis assise dans la salle où les gens travaillaient, puis je les ai regardés travailler, puis c'est comme ça que j'ai appris. Et maintenant, comme il faut l'empreinte de son œil pour rentrer sur les plateaux, ça devient quand même extrêmement difficile. Même même maintenant, pour entrer à Dobbing Brothers, il faut un pass. Et pour avoir un pass, il faut être répertorié comme comédien. C'est pas facile pour les jeunes qui débutent. Moi, j'ai donné des cours de doublage, et puis j'ai arrêté parce que je ne savais pas quoi leur proposer après. À part aller appeler 2-3 copains à moi qui dirigeaient et voir s'ils pouvaient les accepter sur leur plateau. Mais c'est terrible. Je crois que sur tous ceux que j'ai eu comme élèves, il y en a un qui a réussi à rentrer dans ce milieu un peu fermé. Donc c'est vrai que c'est un gâteau que tout le monde n'a pas envie de partager. Bon, c'est compliqué. C'est compliqué de commencer maintenant le doublage. Mais essayez quand même. Hein. Vas-y, mon petit. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Ça me fait plaisir. Et on vous dit à très bientôt pour des nouvelles aventures avec notre comédien. Voilà, c'est la fin de l'émission. Je vous laisse parce que j'ai envie de faire pipi, je vais y aller vite. Bon je vous dis au revoir mes petits amis. Hein. Mais attention, hein, soyez gentils. Hein. Skinner, Seymour, viens ici. Tout de suite. Regarde ta mère, arrête de regarder cette femme.